Je vais vous parler aujourd'hui des mariniers de Loire contrebandiers du sel au XVIIIe siècle. Lecture de l'interrogatoire de Marie Guérin, 25 ans, vendangeuse sans demeure fixe, 1730. Au même moment, les deux hommes s'en furent à leur bateau, et l'un apporta la dite voile, et l'autre du vin et du pain, dont elles en eurent chacun un morceau et chacun un verre de vin. Que pendant qu'elle rhabilla la dite voile, l'un de ces mariniers apporta du sel dans une poche et leur en donna dans une écuelle de bois environ 3 livres ou 3 livres et demi. Deuxième lecture, rapport de Lebrun, curé de Saumur, au contrôleur général des finances, 1711. Il y a 3 chambres où les fauçonniers condamnés aux galères sont renfermés et couchés sur de la paille pourrie et pleine de vermine. Qu'à peine y peut-on respirer, l'air n'y rentrant que par une fenêtre étroite. Que les 2 dernières années, il y a eu plus de 60 prisonniers dans chaque chambre qui s'infestaient et s'étouffaient les uns les autres, tant ils y étaient pressés. Que la dysenterie et la peste y en firent mourir plus de 200. La première année, la chaîne passa 2 fois par Saumur. Ces pauvres gens demandaient grâce qu'on les y attachât et qu'ils s'empressaient à qui seraient mis les premiers pour être délivrés d'une prison qu'ils trouvaient plus insupportable que les galères. Imaginez aujourd'hui les Bretons payer leur litre de gasoil sans aucune taxe, c'est-à-dire 70 centimes. Et dans le même temps, les Solognots payaient plein pot ce même litre, 1,70 €. On crierait au scandale, et l'essence susciterait un énorme trafic. C'est exactement ce qu'il se passait à l'époque moderne avec le sel, le pétrole des sociétés anciennes. Condiment indispensable à la vie, nécessaire pour relever les plats et préserver les aliments en cette époque d'avant la conserve. L'impôt sur le sel, la gabelle, constituait une véritable manne. Il représentait 13% des recettes totales de l'État en 1752. En 1788, le produit brut de ces gabelles atteignait près de 60 millions de livres, 17 tonnes d'or. Mais ces taxes ne pesaient à plein que sur la moitié du pays, les pays de grande gabelle. La contrebande allait donc bon train dans ces territoires. C'est sous le règne de Philippe VI, en 1343, que le sel fut établi monopole d'État. La vente se fait désormais exclusivement dans les greniers royaux, où au prix marchand s'ajoutent les droits du roi, la gabelle. Cette gabelle tient une part de plus en plus grande dans les rentrées fiscales. Ce sera l'impôt le plus impopulaire de l'Ancien Régime. Impopulaire parce qu'injuste. Beaucoup de privilégiés, institutions religieuses, officiers, magistrats, en sont exempts. Ce sont les francs salés. Mais la plus grande injustice réside dans l'inégalité géographique de la perception. 6 tarifs de gabelle différents coexistaient dans la France d'Ancien Régime, suivant les provinces. En Bretagne, pays exempt de taxes, le minot de sel, 49 kg, valait 3 livres. Mais dans les pays de grande gabelle, comme en Berry, à la même époque, ce même minot était vendu 61 livres, 20 fois plus. Non seulement le sel y est fortement taxé, mais la consommation d'une quantité annuelle minimale y est obligatoire. Un minot de sel, 49 kg, pour 14 personnes au-dessus de 8 ans, uniquement pour le pot et la salière. C'est ce qu'on nomme le sel du devoir, qu'on ne peut pas récupérer d'une année sur l'autre. Vous avez ici un billet de sel pour le pot et la salière. Calvados, 1734. Le sel destiné à la fabrication des salaisons doit être levé en su. À chaque achat, un billet de salaison est délivré que l'on doit présenter
à toute réquisition sous peine d'amende. Les plus pauvres, ceux qui paient moins de 30 sous de taille, se fournissent au regras, au détail, et ne prennent que la quantité de sel qu'il leur est nécessaire. Cette disparité des prix suscite des vocations de contrebandiers. Les profits escomptés sont intéressants, en particulier le long de la frontière qui délimite les pays de Grande Gabelle. Une note d'instruction de 1789 définit la contrebande. On appelle faux sel le sel qui diffère de celui délivré dans les greniers. On qualifie de faussonnage le délit dont se rendent coupables ceux qui se chargent de l'introduction, du transport, de la vente et du débit du faux sel. On nomme enfin faussonniers les particuliers qui se rendent coupables de ce délit. Le sel n'est pas taxé sur les lieux de production, mais seulement au moment de la distribution. Le roi ne se charge pas de la perception. Les impôts indirects sont affermés à une seule compagnie financière, la Ferme Générale. Cette société prend en charge, par bail après adjudication pour une durée de 6 ans, la perception de tous les droits de traite, gabelle et les revenus du domaine du roi. En contrepartie, les fermiers généraux versent d'avance au roi une somme convenue, à charge pour eux de recouvrer l'impôt. En mai 1680, Colbert, surintendant des finances de Louis XIV, entreprend de réformer. La législation est fixée dans ses traits essentiels par la grande ordonnance qui codifie tout ce qui concerne les gabelles, approvisionnement, vente, distribution et répression des abus et de la fraude. Pour lutter contre les contrevenants, les fermiers ont obtenu de nombreux privilèges. Le droit de pouvoir armer leurs employés, la possibilité pour leurs commis d'opérer en dehors de leur ressort et de verbaliser en quelque lieu où ils se trouvent, le droit de librement perquisitionner chez les particuliers et celui d'emprisonner les faussonniers sans demander permission au juge. Les moyens employés par la ferme sont considérables. En 1717, la compagnie mobilise 4 lignes de brigade dans l'Ouest, 2 pour empêcher l'entrée du sel de la Bretagne, 2 autres pour prévenir les trafics s'exerçant entre le Poitou et l'Anjou. Les brigades travaillent de concert en liaison étroite les unes avec les autres. Au total, on évalue les effectifs disposés aux limites sud et ouest des pays de Grande Gabelle à 3000 hommes en 1772-1773. Une véritable armée. Vous avez ici la carte des Gabelles de 1788 avec les régions de Grande Gabelle. La frontière a souvent été établie par la ferme sur le cours des rivières. Mayenne, Vienne, Creuse, Allier. Les propriétaires de bateaux, pêcheurs, passeurs, bateliers sont étroitement surveillés. L'ordonnance des Gabelles de 1689 précise « Voulons à cet effet que les bacs et bateaux soient attachés la nuit à chaînes de fer et serrures fermant à clé du côté des paroisses de nos greniers, à peine de confiscation et de 300 livres d'amende. Les mariniers ont donc interdiction de circuler la nuit. Le cours d'eau le plus surveillé est la Loire, voie commerciale de première importance. Pour prévenir le faussonnage, la ferme établit des bureaux et des brigades ambulantes tout le long du fleuve. Le premier obstacle et le plus important se situe à Ingrange, Maine-et-Loire, ville marquant la limite orientale du duché de Bretagne, pays exempt de taxes. Ingrange se situe à peu près par ici.
le bureau de la douane contrôle systématiquement tous les bateaux à la montée et à la descente. En 1717, ce bureau d'Ingrande est régi par un receveur qui en assure la direction, secondé par un contrôleur, 2 visiteurs et 2 scribes. Ces employés, largement occupés, ont 22 registres à remplir. Ils sont appuyés par une brigade de 16 hommes, avec à sa tête un capitaine qui est chargé d'arrêter les bateaux. Ces hommes montent la garde jour et nuit. À l'aube, les visites commencent. Vous avez ici une illustration de la visite des commis de barrière et des aides. Délivrez-nous, Seigneur, 4e quart du XVIIIe siècle. Tous les bateaux sont astreints à la fouille, qui est obligatoirement effectuée par un visiteur accompagné d'un officier et de gardes de la brigade. Les horaires sont fixes. En été, 6h midi et 2h 6h. En hiver, 7h midi et 2h 4h 5h. Les visiteurs, qui peuvent être de mèche avec les voituriers, sont à leur tour surveillés. Il est prévu des contre-visites inopinées sur les bateaux, effectuées par le receveur ou le contrôleur 2 fois par mois. Un imprimé indique aux visiteurs la marche à suivre. Les cachettes à inspecter et les malices utilisées par les bateliers y sont inventoriées. Les bateaux transportant du sel sont les plus minutieusement fouillés. À propos des bateaux sauniers, l'imprimé précise: entrant en chaque bateau, il faut commencer par faire lever 1 ou 2 planches du pont pour voir si entre les courbes qui sont sur le chef-proue du bateau, il n'y a point de pochetons de sel cachés ou de faux doublages. Faire descendre la voile fardelée, fermée, pour visiter dedans. Une fois constaté que ni la structure du bateau ni la voile ne cachent de sel, on passe à l'examen du produit lui-même. Le sel voyage conditionné en sacs de 2 minots chacun, un peu moins de 100 kg, regroupés dans chaque bateau en un certain nombre de tas ou mottes, d'une 20aine à une 30aine de sacs. Les mottes sont recouvertes de nattes de jonc appelées rouges pour les protéger de la pluie. De même, des fagots sont disposés au fond des bateaux pour éviter toute humidité. Devant et derrière chaque motte, séparez doucement les rouges pour découvrir s'il n'y a point d'endroit parmi les sacs qui ait été laissé vide à Nantes pour y cacher des pochetons de sel ou autre chose. Et ensuite, de la visite de chaque motte, rapprochez les rouges séparés pour qu'ils ne puissent tomber d'eau dessous les sacs. La marchandise doit être préservée. On passe ensuite au foyer, le fourneau pour la cuisine. Voir sous le foyer s'il n'y a point de faux doublage. Et pour ce faire, il faut ôter de chaque côté du foyer des planches qui le ferment, afin de voir clairement. Piquer avec les sondes l'entre-deux du foyer pour voir s'il est de terre comme il le doit être ou de sel. Ensuite, voir à chaque poutre, gouvernail, s'il n'y a point de vaisseaux attachés. Le but est de vérifier s'il n'y a rien d'immergé sous la coque. Une vérification indispensable. On cite cet exemple. Un menuisier de Richebourg fabrique à un nommé Lachenay des petits bateaux. Ces bateaux sont fixés sous le grand bateau, attachés par 4 chevilles et des cordes. Lorsque les employés s'en approchent, les bateliers coupent toutes les cordes, sauf une qui est très longue. Ces bateaux pleins de sel, étanches et goudronnés, vont alors au fond de l'eau sous les bateaux, où ils coulent aussi loin que la corde s'étire. Celui qui relate ces faits au receveur du bureau d'Ingrande, le 16 février 1717, ajoute « Le fripon a passé plusieurs fois depuis Noël et on lui prépare actuellement 5 à 6 de ces petits bateaux goudronnés. Il ne monte pas lui-même sur les bateaux, il va par terre jusqu'au pont de C, où l'on dit qu'il profite de quelque intelligence.
lecture de cette lettre devra être faite à la brigade. Les cabanes, les abris où dorment les bateliers, sont à leur tour inspectés. Faire ôter dans Issel, cabane, la paille d'un côté et la mettre sur l'autre, puis lever les planches pour voir dessous. Examiner tous les endroits des dites cabanes pour voir s'il n'y a point de faux doublage. La provision de boissons est aussi examinée. Faire débonder tous les tonneaux de vin et d'autres liqueurs pour y passer la sonde et voir s'il n'y a point de faux fond au bout. Un travail titanesque pour les visiteurs, surtout quand on sait que les bateaux naviguent par train de 3, 5 ou 8 unités. Ces mesures, valables pour les bateaux sauniers, le sont aussi pour les autres. Seules les vérifications spécifiques à chaque marchandise changent. En réalité, ces espaces ne font pas de très bonnes cachettes. La marchandise elle-même offre plus d'opportunités. Mêler le sel à une cargaison de blé ou sursaler du poisson permettent aux mariniers d'échapper aux visiteurs. En août 1786, le ministre Calonne, contrôleur général du Trésor, avertit l'intendant de Touraine que les produits de la ferme diminuent en Touraine, en Anjou et dans le Maine. Cela est bien sûr dû à la fraude. Le ministre en donne un exemple. Au mois de février, un bateau chargé de charbon de terre, destiné au sieur Moore, négociant à Angers, se présente au bureau d'Ingrande pour acquitter les droits. En goûtant l'eau de la Santine, endroit au fond du bateau servant à recueillir les eaux, les commis la trouvèrent extrêmement salée. Après un examen attentif, fait en présence des officiers du grenier à sel appelés à cette visite, il fut reconnu que le charbon de terre était pétri de sel dans la proportion d'un tiers. Une perquisition fut faite dans la maison du sieur Moore à Angers. Il fut trouvé du même charbon de terre les cuves, les chaudrons et autres instruments servant à séparer les deux matières. Mais la surveillance la plus accrue s'exerce sur les bateaux de morue, visités au même titre que les cargaisons de sel. Vous avez ici la pêche à la morue verte sur les bancs, à bord d'un bâtiment normand. Duhamel du Monceau, Traité général des pêches, 1769. La morue est pêchée sur les bancs de Terre-Neuve. Elle arrive à Nantes où elle est réexpédiée. Il y a deux types de morues, les morues sèches et les morues vertes fraîches, juste salées. Les morues vertes sont très fragiles. À Nantes, elles sont chargées dans des chalands où elles sont arrangées sur des nattes de jonc avec de légères couches de sel intercalées entre les rangs pour les préserver de la corruption occasionnée par les grandes chaleurs et la longueur du voyage. Les ouvriers salent le poisson sans aucune restriction. Les marchands considèrent même qu'il vaut mieux en mettre plus que pas assez. À l'entrée en pays de grande gabelle, le sel superflu doit être extrait pour empêcher les bateliers de récupérer le sel de conservation en raclant les poissons. Sous la surveillance des visiteurs, les bateliers tirent les morues une à une par la queue, les secouent et les font grêler, tomber les grains en trop, et les reposent sur d'autres nattes. Le nombre de morues trouvées, la quantité de sel superflu sont inscrits sur un registre spécial. Les visiteurs sont l'objet de diverses critiques de la part des marchands comme de celles de la compagnie. Les premiers considèrent que les morues sont tellement secouées qu'elles arrivent souvent à destination gâtée. La compagnie reproche au contraire à ses employés de ne pas bien les secouer, ceci par intelligence qu'ils entretiennent avec les voituriers. En échange de quelques morues, la visite se trouve accélérée, les droits à payer diminués,
les bateaux peuvent repartir. La compagnie réitère régulièrement ces interdictions. Défense de prendre ou de recevoir aucun des cadeaux des voituriers, ni même de leur acheter des marchandises. Ceci sous peine d'être révoqués sur le champ. Défense de boire et de manger avec les bateliers. Ces présents sont des amorces à la corruption. À la pointe, située à l'embouchure de la Maine, les bateaux sont soumis à une contre-visite. S'il se trouve trop de sel, ce bureau doit en envoyer un état à la direction du département d'Anjou, qui à son tour le transmet au bureau d'Ingrande. Sur le registre, il suffit de repérer le nom du voiturier en question pour connaître du même coup le nom de l'employé chargé de la visite à Ingrande. La corruption est à tous les niveaux. La compagnie menace, mais hésite à révoquer les employés malhonnêtes. Ceux-ci, connaissant tous les rouages, font d'excellents contrebandiers passés de l'autre côté. Mais la plupart du temps, le personnel de la gabelle fait correctement son travail. En plus des bureaux, la ferme a mis en place un système de patache, bâtiment ancré dans une rivière sur lequel résident les commis des fermes du roi. Les bateaux sont obligés de s'approcher ou d'aborder la patache pour y faire leur déclaration. Ces pataches n'étant pas toujours jugées très fiables, la ferme compte davantage sur les brigades ambulantes. Ces brigades paros, sur leurs futreaux, petits bateaux semblables à celui des pêcheurs, sont mobiles. Elles sont en outre appuyées dans leur action par des brigades sédentaires à pied qui patrouillent le long des rives. L'espace fluvial est quadrillé. De quoi surveiller les bateliers qui sont de gros consommateurs de sel. Ces bateliers sont soumis aux mêmes obligations que les particuliers en ce qui concerne le pot et la salière. Vous avez ici une boîte à sel française en chêne 18e siècle. Les voituriers de sel ont quant à eux droit à une généreuse provision de sel pour la route accordée par la compagnie. Arrivés à Ingrande, les bateliers ordinaires doivent jeter leur reste de sel franc acheté en Bretagne pour s'approvisionner en sel gabélé. C'est pour cela que la ferme établit des brigades paros en différents points du fleuve jugés stratégiques. Cande, Tours, Escure en face de Chaumont. Une des plus actives est celle de Cande, Indre-et-Loire, à la confluence de la Vienne et de la Loire. Elle permet de saisir le faux sel en provenance du Poitou et de la Bretagne. Le sel mis en vente dans les greniers est dit sel gabélé. Il est demeuré au moins 2 ans en masse dans les greniers du fermier. On a laissé reposer le sel. Il est donc plus sec que celui de la salière des voituriers des sels ou que celui que les bateliers achètent directement à Nantes. Sur le bateau de Sébastien Hamelin, les employés saisissent une demi-livre de faux sel contenu dans un petit pot de terre. Ce sel est dissemblable du sel du grenier de Chinon, tant par sa couleur que pour son grain. C'est un saunier, voiturier des sels, qu'il a rencontré sur la rivière de Loire, qui le lui a donné. Les gardes constatent le délit. La condamnation appartient au juge du grenier à sel, auquel les gardes doivent fournir une preuve. À la fin de la visite, ceux-ci prélèvent 2 quantités distinctes du sel litigieux, qui sont enveloppés dans un linge en double épaisseur, plié en 6 ou en 8. Ces échantillons sont ensuite liés avec de la ficelle sur les nœuds de laquelle l'un des gardes appose son cachet personnel avec de la cire d'Espagne. Il leur est fait obligation de sommer le contrevenant d'y apposer le sien et de faire mention de son refus
ou de son acquiescement. Un de ces deux échantillons était laissé au voiturier, tandis que l'autre était emmené au grenier. L'audience avait lieu sous huitaine. La plupart du temps, le voiturier ne s'y présentait pas. L'échantillon témoin était alors examiné par les experts du grenier, les amineurs, qui déclaraient si le sel était faux ou non. À la suite de quoi, les juges rendaient leur sentence. Le montant de l'amende pour avoir fait usage de faux sel était ordinairement de 200 livres, une somme importante. Un garde batelier touchait 300 livres par an. Cette sanction était uniquement pécuniaire. En cas de non-paiement, elle ne pouvait être transformée en peine de fouet ou de galère. Un autre faux sel est couramment utilisé à bord, le sel de morue. C'est le délit le plus fréquent durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce sel de morue sert aussi à fabriquer les salaisons de l'équipage. Ces usages de faux sel pour la salière représentent la majorité des captures. Mais la grande quête de la gabelle est la découverte d'éventuels faussonnages. Le faussonnage donne lieu à l'ouverture d'une action judiciaire. Le 17 mars 1752, sur les 6 heures du matin, les gardes mariniers de la Patate de Tours abordent 2 bateaux couplés amarrés sur une île près du port d'Ablevoie. Vous avez ici une vue panoramique de Tours. Pierre-Antoine de Machy, 1787, musée des Beaux-Arts de Tours. Les gardes commencent la visite par le grand chaland qui s'est trouvé vide à l'exception de 4 poinçons, fûts de 223 litres remplis de sel, ainsi que la cabane du chaland qui en était aussi remplie, avec un boisseau, récipient cylindrique de 13 litres, et une rade, ustensile qui sert à araser la mesure, posée au-dessus d'un des 10 poinçons. Le second chaland s'est pareillement trouvé vide, à l'exception de 4 poinçons contenant de l'eau salée, mis à côté de la cabane où l'homme dormait. L'interpellé dit s'appeler Vincent Druineau, être maître voiturier Parot, être âgé de 50 ans, natif de la paroisse de Saint-Clément de Tours. Demeurant depuis 7 ans à Cande, il a femme et enfants. Au sujet de la provenance de ces sels, il a déclaré que c'étoient des hommes à lui inconnus qui l'avoient amené à bord dans de tout et au berger et berger de son consentement dans son grand chaland matais, bateau de mât, bateau mer, lui ayant promis récompense pour ceux. Quant aux 4 poinçons d'eau salée trouvés dans son second bateau, que là-haut provenoit d'une toux chargée de sel, laquelle toux avoit coulé à fond, et que son garçon qui lui aidoit à faire la conduite de ces 10 bateaux, l'avoit quitté pour aller à Tours, et qu'il n'avoit aucune connaissance de ce sel, ni de l'eau salée. Mais les gardes doutent. Le boisseau et la rade ne servaient-ils pas au débit de sel? Sinon, à quel usage? Vincent Druineau a refusé de répondre. Tout a été saisi. Le sel, l'eau salée, les bateaux, les mâts, les ancres et tout ce qui sert à la navigation. Il est arrêté, déclaré prisonnier comme fauconnier à Voiture-Parot. Les 2 bateaux sont descendus le long de la Loire jusqu'à Cande. Son argent sera mis en dépôt entre les mains du receveur du grenier. En prison, le marinier déclare avoir acheté ce sel à Nantes, d'un homme à lui inconnu, à raison de 30 livres le tout. Arrivé à Cande, il n'avait pas encore commencé à en vendre, mais en allant charger du bois à Quincey, il comptait le mener dans ce lieu
et le vendre tout le long de la Loire. Les juges rendent leur sentence, déclarant Druino convaincu de crimes de faussonnage avec bateau et équipage. Les selles sont submergées, les bateaux, agrès et tout ce qui a servi au faussonnage confisqué. Tout sera vendu pour réparation. Druino est condamné à 300 livres d'amende. Son argent personnel lui est rendu. La peine figure dans l'ordonnance royale des galères de 1680. Article 1er du titre 17. Du faussonnage. Voulons que soient condamnés les faussonniers sans armes, avec chevaux, harnois, charrettes ou bateaux, condamnés pour la première fois en 300 livres d'amende. Le faussonnage par bateau rentre dans la catégorie du faussonnage avec équipage. Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte-colle, 200 livres d'amende. Druino est condamné pour la première fois. Une chance pour lui. En cas de récidive, les faussonniers sans armes sont condamnés aux galères pour 9 ans et à 400 livres d'amende. Vous avez ici les œuvres de miséricorde. Visitez les prisonniers. Abraham Bosse, 1602-1676. Les faussonniers, attroupés avec armes, sont condamnés aux galères pour 9 ans et 500 livres d'amende. Et en cas de récidive, pendus et étranglés. Sur 60 000 personnes condamnées aux galères entre 1680 et 1748, 11 000 étaient des faussonniers. Au total, les faussonniers représenteront 15% de l'ensemble des forçats sous le règne de Louis XIV et 23% sous la Régence et le règne de Louis XV. Des chaînes ou convois de galériens partent des différentes parties du royaume pour relier Marseille. La chaîne de Bretagne, formée en majorité de faussonniers, longe la frontière des Grandes Gabelles, desservant toutes les prisons jusqu'au moindre grenier à sel où s'entassent les contrebandiers du sel. Ce périple entre Rennes et Marseille dure 6 à 7 semaines. Les forçats sont entravés avec un collier de fer au cou, accouplés par deux, et une lourde chaîne les lie les uns aux autres. Le nombre des galères diminue. De 40 galères mouillant à Marseille en 1700, la flotte tombe à 15 en 1748. Les galériens servent de main-d'œuvre à la construction des vaisseaux et aux travaux des ports. Malgré cela, la mortalité reste élevée. Un homme sur 2 n'en revient pas. En réalité, toutes les personnes condamnées aux galères ne rejoignent pas la chaîne. Elles sont d'abord jetées en prison. De véritables pourrissoirs. Les prisons sont tellement horribles que les hommes supplient de partir pour les galères. C'est le rapport que je vous ai lu. Une répression impitoyable. Il existait toutefois une faille. Cette histoire le montre. Le 22 avril 1712, le capitaine de la brigade de Cande se rend à la Queue du Pré, située à l'embouchure entre Vienne et Loire, pour faire la visite de 2 bateaux qui viennent du Poitou et vont entrer dans la rivière de Loire. Il s'informe auprès des garçons bateliers pour savoir où est leur maître. Ceux-ci, leur ayant répondu qu'il est à Cande, il ordonne d'aller le chercher, sa présence étant indispensable. En attendant, les gardes déambulent en examinant les cargaisons. Il y avait là un nombre de marchandises et de tonneaux. Les gardes sortent. Arrive le maître des bateaux, Claude Gallet, voiturier parot, demeurant à Châtellerault. Le capitaine des gardes le somme de montrer la marchandise, mais il m'aura fait réponse que j'étois un Jean-Foutre et un coquin, et m'aura en même temps donné un coup de poing par derrière, lequel m'aura jeté sur terre par fortune,
que le bateau et toi près de la terre, en jurant et blasphémant contre nous, disant absolument ne vouloir recevoir aucune visite. Voyant que ces gens étaient au nombre de 15 et venant fondre sur nous à l'instance de leur maître, nous, employés, aurions été obligés de recourir à nos armes. Il est spécifié dans l'ordonnance de 1680 que les employés ne doivent faire usage de leurs armes que lorsqu'ils ne peuvent faire autrement, quand cela met leur personne et même leur vie en péril. Les gardes n'ont pas fait usage de leurs armes. Ce refus de visite laissait à penser qu'il y avait dans les bateaux un tonneau de sel. Gallet leur répond qu'il en avait et qu'il se moqua de ce qui pouvait arriver. Les gardes se retirent pour dresser procès-verbal de rébellion. À la suite de ce procès-verbal, une plainte est déposée par l'adjudicataire général par l'intermédiaire du receveur du grenier à sel de Chinon. L'adjudicataire développe sa propre interprétation. Le refus de visite est un calcul délibéré. La plupart des marchands et voituriers en fraude ne veulent pas souffrir la visite, aimant mieux subir les conséquences d'une rébellion, qui n'est qu'un procès à intenter, que la perte et la confiscation d'un équipage de bateau. Le procédé est trop fréquent, conclut l'adjudicataire. Cette dernière rébellion est l'occasion de sévir et d'apporter une réponse dissuasive. Permis est donc donné d'ouvrir une information. Gallet est conduit dans les prisons de Châtellerault. Il s'inscrit en faux contre le procès verbal. Il apporte sa version. De retour de Montsoreau, il trouve un des gardes dans un de ses bateaux. Le garde dit que son capitaine va revenir. À ce moment-là, le capitaine apparaît. Gallet lui dit qu'ils peuvent faire la visite, bien qu'elle ait déjà été faite. Il tenait ses papiers à la main pour les présenter. Mais le capitaine ne voulut pas les examiner, sous prétexte que les garçons du bateau avaient refusé aux gardes de leur donner de l'eau de vie. Gallet répondit qu'il ne resterait pas plus longtemps en ce lieu. Le ton monte entre Gallet et le capitaine. Le capitaine prend un fusil et couche par 3 fois en joue Gallet, lequel, pour éviter un accident, se cache en son bateau. D'autre part, il n'est pas vrai que Gallet ait dit aux gardes qu'il y eut du sel dans ses bateaux. Le 29 avril, Gallet est élargi sous caution. Les gardes défendent leur capitaine en maintenant leur version. Gallet ne se présente pas à l'assignation. Les officiers du grenier de Chinon se rendent au domicile de Gallet pour l'arrêter, mais sa femme répond qu'il est absent. Ils se mettent à faire l'inventaire des meubles de sa maison. La saisie n'aura pas lieu grâce à l'intervention de marchands de Châtellerault qui se portent caution. Gallet est de nouveau assigné à comparaître 1 mois plus tard. Un huissier se présente à son domicile qu'il trouve fermé à clé. L'huissier fait appel à un tambour qui frappe de sa caisse pour inciter Gallet à comparaître par cri public. L'adjudicataire des gabelles dresse réquisitoire. Cette rébellion a été méditée de longue date. Gallet ne s'est pas présenté à la confrontation. Il réclame une condamnation exemplaire, 3000 livres de dommages et intérêts. Le 15 juillet 1712, les juges déclarent Gallet convaincu du crime de rébellion. Le capitaine est condamné à 300 livres de dommages et intérêts, plus 10 livres envers le roi et aux dépens du procès. Si les gardes avaient procédé à la visite et trouvé du sel, ces bateaux auraient été confisqués. Les contrebandiers qui passent entre les mailles du filet peuvent facilement écouler leurs marchandises. La clientèle ne manque pas.
les femmes de pêcheurs ou de mariniers sont particulièrement intéressées. Vous avez ici la blanchisseuse et son cuvier. Jean-Siméon Chardin, 1730. Le 10 septembre 1695, les gardes se présentent chez Marie Loison, veuve de pêcheur, demeurant faubourg de Vienne à Blois. La veuve leur présente 2 sols de sel, le reste d'un demi-quart de sel levé au grenier il y a 15 jours. Son nom est inscrit sur le registre. La fouille dans la maison ne donne rien, mais les gardes remarquent dans le jardin 3 endroits fraîchement remués. À chacun de ces endroits, on déterra un pot de terre contenant du sel. En tout, 20 à 25 livres. La veuve leur raconta qu'il y a 15 jours au soir, il vint à un batelier qu'elle ne connaît pas. Il avait avec lui 2 boisseaux de sel et lui dit « Achetez cela ou l'échangez avec moi ce qu'il convint » et lui donna des fromages et du beurre en échange. On le voit, le sel est une monnaie d'échange. La nourriture à bord des bateaux, essentiellement à base de pain, de morue ou de viande de porc salé, est souvent de mauvaise qualité. Les mariniers cherchent à améliorer l'ordinaire avec un peu de beurre, de fromage et de légumes frais. Les femmes de pêcheurs rendent de menus services comme le lavage d'une chemise. Pour lutter contre cela, la ferme pourchasse les utilisateurs de faux sel. Son arme favorite est la visite domiciliaire. Les condamnations sont là encore très lourdes. Le titre 17 de l'article 16 du faux-sonnage précise « Voulons que ceux qui l'achètent pour leur usage seulement soient condamnés pour la première fois en 200 livres d'amende, pour la seconde fois à 500 livres, pour la troisième fois à 1000 livres. » Cela n'empêche pas le faux sel de circuler le long de la Loire. Mais les subterfuges employés par les bateliers ordinaires ne permettent pas le transport de grosses quantités de sel. Les espaces entre les ardoises ou les barriques de vin ne sont pas si importants. De plus, les contrôles se révèlent souvent efficaces. La grosse contrebande ne peut être effectuée que par des voituriers de sel. Les transports de sel sont intégralement contrôlés par la ferme, de la fabrication des sacs à l'arrivée au grenier. En 1681, la ferme passe contrat avec le sieur Chevreau. Le sieur Chevreau s'engage à fournir tous les sacs nécessaires à la voiture des sels de tous les greniers. Fabriqués à la sacquerie de Nantes, ils sont de bonnes toiles de chanvre, cousus de fil de chanvre à double couture. Ils sont fleur-de-lysée sur les coutures, chacun garni de ficelles et de plomb avec cheville en forme de bobine à 2 têtes pour en interdire l'ouverture. Chevreau devra livrer les sacs en bon état, même ceux déjà utilisés et retournés. Au Salorge de Nantes, les commis n'ont plus qu'à empocher le sel, lier les sacs et marquer les plombs du poinçon et marque de l'adjudicataire des gabelles. Vous avez ici l'intérieur d'une salorge, 18e siècle, musée des douanes de Bordeaux. Les sels destinés à approvisionner les pays de Grande Gabelle sont récoltés sur la côte atlantique, surtout à Bourgneuf, Noirmoutier et Guérande. Les sels sont emmagasinés au Salorge de Nantes, où ils sont conditionnés en sacs de demi-eau, 98 kg. Pour réexpédier ces sels, les fermiers généraux adjugent tous les 6 ans la voiture générale des sels. Les preneurs de ces baux, les entrepreneurs généraux des voitures de sel, s'engagent à organiser le transport des sels des salorges au grenier. Ce sont eux qui recrutent les voituriers paros, qui établissent des gardes sur les bateaux ou surveillent le débarquement des sels
et leur dépôt au grenier. En 1788, suivant le compte-rendu de l'entrepreneur général des voitures, il a été chargé à Nantes 5 754 muids de sel, soit 138 000 sacs de demi-lot, 13 524 tonnes destinées à la Loire et ses affluents. La Loire et ses affluents approvisionnent 110 greniers sur les 253 que comptent les pays de Grande Gabelle. À raison de 9 nuits par embarcation, ce transport mobiliserait 639 bateaux. Les entrepreneurs de voitures passent des marchés de 60 à 120 nuits avec les voituriers sauniers. Pour pouvoir y répondre, les voituriers sauniers doivent fournir les bateaux en nombre suffisant. 5 ou 8 bateaux, rarement 10, qui marchent en équipe, ainsi que les hommes pour les conduire. 10 hommes pour 7 bateaux, plus d'éventuels à l'heure. Les quantités de sel transportées, 105 à 210 tonnes par convoi, incitent à la contrebande. Première méthode, la façon la plus simple. En mai 1695, un fort gros sonnage est signalé à Candé, à l'embouchure du Beuvron. Il y a là 3 bateaux de sel conduits par Urbain Vallée. Les officiers du grenier à sel de Blois, arrivés sur place, établissent leur constat. Vous avez ici un grenier à sel, celui de Candé dans le Maine-et-Loire. Le chargement consiste en 25 muids de sel, 59 tonnes, en 600 sacs vieux pour le grenier de Cheverny. Urbain Vallée a abandonné ses bateaux 2 jours auparavant. Sa femme est restée. C'est elle qui présente aux officiers le brevet des sels où est inscrite la quantité de 25 muids de sel gris chargés le 6 octobre 1694, il y a plus de 7 mois. Mais les sacs ont été ouverts, en partie vidés. Ils ont ensuite été refermés. Ils sont mal ficelés, avec des ficelles différentes, vieilles et neuves, mal plombées. Les plombs sont en grande partie effacés à cause des coups qu'ils ont reçus afin de tenir la ficelle. La plupart d'entre eux n'ont plus de goupilles, principe de fermeture qui arrête les nœuds de la ficelle. La plupart des sacs sont presque vides. Les ficelles ont été remises, mais à un demi-pied plus bas que leur position initiale. Vallée fait l'objet d'un avis de recherche. Les témoins sont assignés à comparaître. Urbain Vallée assurait en personne la vente du sel, la nuit, dans la maison des Godus, en face de l'hôtellerie de l'Écu. Soldats, bouchers, artisans et laboureurs ont accouru. Ils ont payé le sel, 7 livres le boisseau, 13 litres. Les 3 bateaux et le matériel sont saisis. Presque immédiatement, après proclamation le dimanche au prône, ils sont vendus. On ne connaît pas la suite de l'information. Le mieux pour Urbain Vallée était de prendre la fuite. L'édit royal de février 1696, qui aggrave les dispositions de l'ordonnance de 1680, déclare que tout voiturier, commis et garde et autres chargés de la conduite des selles, tant par eau que par terre, qui seront convaincus d'avoir décousu, déficelé et déplombé les sacs et d'en avoir ôté ou souffert qu'il en ait été ôté du sel, ou d'avoir fait périr les bateaux, soient pendus et étranglés comme voleurs domestiques et leurs biens acquis et confisqués. Bref, une fraude simple mais grossière. Les vols finissent par être découvertes. La meilleure façon de dissimuler un faux sonnage est de faire croire à un naufrage. Une fois un certain nombre de sacs vendus, les mariniers coulent volontairement un de leurs bateaux
en sorte que la disparition des sacs passe pour la conséquence du naufrage. Le procès-verbal dressé par les officiers régularise la situation. Le stratagème est connu, mais la grande méfiance dont les officiers font preuve ne leur évite pas d'être dupés. Le 10 mai 1785, Jean Soudet demande aux officiers de mer de venir constater la perte de 11 muids de sel, 26 tonnes, à destination des greniers de la Charité et de Nevers. Un de ces 8 bateaux a coulé à fond par la rencontre d'encre couverte par l'eau d'un arbre. Les mariniers racontent avec force détail que des collègues leur auraient crié que leur dernier bateau coulait bas. Ils se seraient empressés d'y courir pour tâcher de le garantir du naufrage. Ils l'auraient détaché pour préserver les autres bateaux et gagner le rivage afin de le sauver. Mais à une distance de 200 toises, il a été englouti dans un endroit profond et rapide. Les officiers demandent aux ouvriers de tirer les sacs avec leurs crochets. Sur les 264 sacs, 63 seulement ont été repêchés, presque vides, tous bien ficelés, les plombs en bon état. 6 mois plus tard, tout sera découvert. Le naufrage a servi à couvrir la vente de 78 sacs de sel. L'information indique la méthode employée. Un garçon laboureur a entendu les mariniers dire qu'ils feraient couler à fond leur bateau. Un vigneron a assisté à la scène. Il vit les mariniers des bateaux chargés de sel détacher leur dernier bateau. Après un coup donné, le bateau fut englouti. Les mariniers des équipes voisines reçurent chacun un poinçon de sel, environ 1 minot 49 kilos, pour les empêcher de déposer contre eux. Toutefois, la plupart des mariniers sont honnêtes et tiennent à leur réputation. Le sel est bien rémunéré. En 1788, le prix de la voiture des Salorges de Nantes au dépôt de Digoin est de 133 livres par nuit, 24 sacs, soit 8 000 à 16 000 livres par convoi, 2 300 à 4 600 grammes d'or. Ces marchés sont d'autant plus intéressants qu'ils sont reconduits d'une année sur l'autre. La ferme a ses voituriers attitrés. Ces voituriers reçoivent leur paiement par tiers. Le premier au chargement à Nantes, le deuxième à la pointe et le solde seulement une fois l'emplacement achevé. Le mesurage des sels à leur arrivée au grenier. Surtout, les marchés sont passés à déchets, ce qui signifie que les déchets sont déduits du prix de la voiture. Les transporteurs sont payés sur le sel effectif, celui réellement déposé au grenier, dûment constaté après mesurage. Les quantités sont comparées à celles inscrites sur le brevet. La ferme tolère un déchet ordinaire sur la cargaison. Le sel est un produit fragile. À l'arrivée à destination, les officiers examinent l'état des sacs et mettent de côté ceux qu'ils trouvent altérés. La délibération du 6 décembre 1765 de la compagnie prévoit un prix fixe de remboursement si un naufrage arrive par la faute d'un voiturier. Le transporteur est tenu de payer le déchet à raison de 48 livres le minot, à peu près le prix de vente au grenier. Ces entreprises sont donc fragiles. Les transports de sel peuvent être très rémunérateurs quand tout se déroule comme prévu. Mais la remontée peut vite tourner à la catastrophe financière quand les problèmes s'accumulent. Un naufrage, une avarie, un séjour prolongé à la suite d'une baisse des eaux, un vol de sacs de sel peuvent mener à la faillite.
la main-d'œuvre exige d'être payée. Sinon, elle peut menacer d'abandonner les bateaux ou de faire saisir le matériel. Le coût de l'équipement est de plus élevé. Remplacement des cordages, entretien des bateaux, achat de matériel. La vente de quelques sacs de sel ne serait-elle pas une solution pour échapper au coup du sort? C'est ce qui mène la veuve Proust à pratiquer le faussonnage. Louis Houdin, marinier de l'équipe Proust, fait le récit de leur remontée. Vous avez ici des mariniers de Loire portant des drapeaux légendés « Vive la loi ». Faïence de Sébastien Nicolas, Roanne, 1792. Vers la Fête-Dieu, il a été de ceux que Sylvain Proust de Tours a arrêtés pour conduire 8 bateaux qu'on venait de charger au Salorge de Nantes pour l'adjudicataire. Un peu au-dessous de la Chapelle Blanche, l'eau n'étant pas assez forte, ils allégèrent dans 4 bateaux et firent 2 trains dont l'un de 5 bateaux était conduit par le dit Proust. Sylvain Proust dut quitter les bateaux au pont de Cé où ils étaient en fosse. Il est mort chez lui début novembre 1784. Juste avant de mourir, il leur avait dit de partir dès que l'eau serait assez forte, ce qu'ils firent. La veuve vint les rejoindre au niveau de Montlouis et voyagea avec le train conduit par Léger. Louis Houdin et ses 6 camarades ont mené les bateaux jusqu'à Nemours sans les avoir quittés. Interrogée le 6 mai 1786, la veuve Proust se présente. Elle s'appelle Martine Renaud, veuve de Sylvain Proust, blanchisseuse de son métier, demeurant à Tours, paroisse de Saint-Symphorien. Elle est âgée de 43 ans. Elle raconte qu'elle eut le malheur de perdre son mari et dut elle-même veiller à la conduite de ses bateaux parce que son fils Sylvain, âgé de 14 ans et demi, n'était pas le maître des gens des 2 équipes. Elle ne quitta ses bateaux qu'une seule fois, le dimanche 20 novembre, pour demander de l'argent à l'entrepreneur général de la voiture des selles. Elle revint le lundi. En passant au-dessous de Beaugency, elle apprit que le dernier bateau de son train avait coulé. Le 17 mai, elle est interrogée une 2e fois. Elle avoue qu'il y a eu vente de sel, ce qu'elle n'avait pas dit lors de son premier interrogatoire. Elle raconte qu'avant le naufrage, tous les gens de l'équipe, à l'exception d'un seul, l'ont pressée bien des fois de vendre du sel. Elle s'y est toujours opposée de toutes ses forces. Elle a menti lors de son premier interrogatoire, car elle craignait que ces gens, venant à apprendre qu'elle les avait accusés, ne maltraitassent ses enfants encore en bas âge. Le lendemain du naufrage, les mariniers étaient venus trouver son fils en lui disant « Tiens, petit bougre, nous t'allons payer ton bateau, ton soutrage plancher, et la couverture et la voiture. » Sylvain Proust fils remit à sa mère les 1600 livres que les mariniers lui avaient donnés. Lorsque les hommes vinrent à la carrée cabane, la veuve Proust leur fit les reproches les plus vifs, auxquels ils ne répondirent qu'en jurant après elle et en la menaçant, si elle continuait ses raisons de s'en aller et d'abandonner ses bateaux. La veuve eut la présence de les dénoncer en allant payer le procès-verbal à Beaugency. Mais elle était accompagnée de Léger et d'un autre. Elle les connaissait pour gens déterminés. Elle avait craint pour leur violence. Louis Houdin, qui a fini par avouer, confirmera la déposition de la veuve. Le fils Proust la pressait de vendre une partie des selles. Finalement, la veuve dut aller chercher de l'argent à Orléans, n'en ayant plus pour payer ses mariniers.
L'équipe était déterminée. Il y avait longtemps qu'il avait été décidé qu'il fallait couler à fond le dit bateau, parce que dans le bateau, il y avait environ 80 sacs mouillés dès le pont de C, que le dit défunt Proust leur avait annoncé qu'il fallait en venir à cette extrémité pour empêcher qu'on lui fît payer cette avarie, et que si les sacs n'eussent pas été avariés, il n'aurait jamais pensé à vendre du sel. Il a pour sa part reçu 150 livres comme tous ses camarades. L'équipe Proust comprend la veuve Proust, Sylvain Proust fils, François Léger, Louis Boulet père et fils, Pierre Juteau, François Champagne, André et Louis Houdin. Le juge instructeur doit procéder aux interrogatoires de ces prévenus afin d'obtenir des aveux ou des informations. Mais les faire comparaître n'est pas une tâche simple. Il est facile de se soustraire aux recherches. Pas de documents d'identité, de portraits ou de fichiers. La plupart des mariniers prennent le large dès qu'ils apprennent qu'ils sont l'objet d'une prise de corps. Louis Boulet et son fils, mariniers de Blois, sont partis depuis 2 mois. Champagne depuis 1 mois et demi, selon sa mère. Personne n'a vu Juteau chez lui sans que l'on sache où il s'est réfugié. François Léger et Sylvain Proust sont absents depuis 6 mois. Les autorités perquisitionnent, interrogent, battent la caisse, mais en vain. Les absents seront jugés par contumace. La sentence est rendue amère le 22 mars 1787. À tous ceux que ces présentes verront, les présidents, grenetiers et contrôleurs au grenier à sel de mer saluent savoir faisant. Le grenetier, officier du grenier à sel, le contrôleur, les 3 avocats rendent leur sentence. Le jugement sera sans appel. La contumace est déclarée contre Léger, Proust fils, Boulet père, Boulet fils, Champagne, André Houdin et Juteau. Seuls Louis Houdin et la veuve Proust comparaissent. Léger, Proust fils, Louis Houdin, Boulet père et Champagne sont condamnés à servir le roi comme forçat sur les galères à perpétuité, préalablement flétri des 3 lettres GAL. Concernant Boulet fils, André Houdin et Juteau, il est ordonné de faire droit dès qu'il sera plus amplement informé, avant de faire droit, qu'il sera plus amplement informé pendant 1 an. Ce qui se traduit généralement par l'arrêt des poursuites. En ce qui concerne la veuve Proust, nous l'avons déchargée de l'accusation à elle imposée. En conséquence, ordonnons qu'elle sera relâchée et mise hors de prison. L'adjudicataire exige aussi le remboursement des pertes. Les gens de l'équipe Proust sont condamnés à la restitution entière des 46 sacs vendus au prix du grenier, soit 5 814 livres, plus 3 000 livres de dommages et intérêts. Ceci solidairement. En réalité, les membres de l'équipe Proust qui sont dans la nature ne seront pas inquiétés. Les sentences terribles prononcées par les officiers du grenier à sel de mer ne sont que des mots qui résonnent comme des aveux d'échec. Ce crime de faussonnage restera impuni. De toute façon, la gabelle touche à sa fin. Le 27 décembre 1788, Louis XVI maintient le principe des États généraux et décide que le tiers-État aura un nombre de représentants égal à celui des représentants de la noblesse et du clergé réunis. Les habitants de Montargis écrivent dans leur cahier de doléances que la gabelle, cet impôt désastreux qui occasionne une inquisition nouvelle dans quelques provinces et la plainte de toutes, soit supprimée. Le royaume clame « Vive le roi sans gabelle ». La Révolution éclate. Le 13 août 1789, une troupe
de 500 à 600 hommes marchent sur Ingrande, symbole de la frontière. Vous avez ici une insurrection paysanne, l'émigration des princes et des courtisans de leurs châteaux de campagne brûlés en août 1789. Tableau des événements de la Révolution française, réalisé entre 1795 et 1799. Seule gravure connue représentant la Grande Peur, les insurrections à la campagne consécutives de la prise de la Bastille. Les employés de la brigade d'Ingrande sont contraints de rendre leurs armes. Les chefs de la troupe obtiennent la sortie des fauçonniers détenus dans les 2 prisons de la ville, 15 hommes et 7 femmes. Ensuite, c'est le déchaînement. Les émeutiers incendient une grande patache servant de logement aux employés et une gabarre servant de magasin où peser les marchandises sujettes au droit. D'autres bateaux sont détruits et leurs outils, voiles et ancres emportés. Les barrières de la Riotière et Chantossé sont mises en pièces. Des émeutiers entaillent la porte du grenier à coups de hache, mais le sel n'est pas pillé. Les employés sont menacés d'être coupés en morceaux, mais sans suite. Dès lors, une quantité prodigieuse de personnes vint chercher du faux sel en Bretagne. Il fut impossible de continuer la perception des droits. La gabelle est abolie en mars 1790. Le 17 mai 1792, au grenier à sel de Chinon, il est procédé à l'inventaire des masses de sel qui y sont restées en dépôt, des ustensiles servant au mesurage, enfin de la mauvaise tapisserie à fleurs de lys, celle qui trônait dans la salle d'audience. Le tout est mis en vente. Il ne reste rien de l'ancienne gabelle.